Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho, j'espère que vous allez bien. Retour aujourd'hui sur le match nul obtenu dans les tout derniers instants hier soir au stade de la Méno contre le Racing Club de Strasbourg. Match nul donc, 2 buts partout, un point récolté, on va pas dire inespéré, mais globalement mérité. Retour donc sur ce match qu'on va tenter d'analyser avec nos sensibilités respectives. Et on a la chance aujourd'hui d'être accompagné d'un suiveur strasbourgeois qui va nous contextualiser un peu la saison du Racing parce qu'honnêtement, elle est très bonne. Le Racing Club de Strasbourg, comme vous le savez, fait partie d'une multipropriété point commun avec nous, le GC Nice. Voilà. Pas la même gérance apparemment. On va voir un peu le ressenti de Cyril là-dessus. Et puis on amènera voilà, tout doucement le débat sur le match. Et puis dans une deuxième partie un peu plus focus 100% sur l'OGC Nice, sur les prestations individuelles, sur l'actualité. En bref, un programme assez chargé. Prenez place tranquillement. Voilà, on part sur une bonne heure d'émission. J'ai le plaisir d'accueillir le soldat, le Grégoire Margoton de l'émission. J'ai nommé Matt. Bonsoir Matt. Bonsoir. Bonjour Matt. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien, Pancho. J'ai passé un agréable moment hier devant ce splendide match de Ligue 1, un duel au sommet pour la Coupe d'Europe. Vraiment 90 minutes de pur plaisir. Je suis super là, franchement. En plus, on a doublé notre total de points des 4 derniers matchs. Donc, non, très très heureux de faire cette émission avec toi. Il est vraiment sarcastique. Ça démarre très mal. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Hugo, qui est de nouveau présent dans le club Pancho. Salut Hugo, comment vas-tu? Salut Pancho, bah ça va super. On s'était quitté sur ma dernière mission, un bon nul bien frustrant à Auxerre, contre Auxerre. Là, c'est un petit peu dans le sens inverse, mais je pense qu'il y aura tout autant de choses à dire, négatives, peut-être un peu positives, mais surtout négatives, je pense. Un peu plus positif que les dernières semaines, à n'en pas douter. En tout cas, l'OGC Nice, on y reviendra, a peut-être retrouver quelques valeurs perdues sur les dernières semaines. Et donc, comme je le disais dans l'introduction, Cyril, que vous connaissez déjà, puisqu'il avait déjà fait plusieurs numéros du Club Pancho, est avec nous. Salut Cyril, comment vas-tu? Bonjour Pancho, bonjour à tous, bonjour à tes acolytes. Bah écoute, ça va bien, il y a le soleil à Strasbourg, moi personnellement j'ai vu un beau match de football. Après, forcément c'est plus facile de voir un beau match de football en direct du stade que derrière un poste de télévision, un écran IPTV, que sais-je. Et puis non, mais après il y a un peu de déception, mais si en revoyant le replay du match ce matin, au final je me dis qu'on a assisté à un beau match de foot et un nul somme toute logique entre deux belles équipes. Alors, on va commencer là-dessus tout de suite. Matt, match nul logique, selon toi, entre les deux équipes, avant de détailler un peu plus le programme de l'émission? À partir du moment où tu commets deux, voire trois erreurs qui donnent quasiment automatiquement un but à l'adversaire, match nul logique, frustrant, mais je dirais quand même que c'est un bon résultat pour les Strasbourgeois qui ont su profiter de nos erreurs. Je dirais quand même que sur l'ensemble des 90 minutes, l'OGC Nice aurait dû pouvoir prétendre à mieux avec un petit peu plus de concentration de la part de certains de nos défenseurs ou encore plus derrière. On viendra donc dans un second temps sur le match, mais Cyril, on va profiter de ta venue dans l'émission pour que tu nous fasses un peu un point avant la rencontre et puis même maintenant de la saison strasbourgeoise. On avait quitté Strasbourg lors du match aller. Je me souviens, c'était une victoire de mémoire 2 buts à 1 de l'OGC Nice. Strasbourg était encore dans on va dire, une période un peu de transition. Et puis je me souviens que c'était une équipe très tendre encore qui se cherchait dans le jeu. Comment tu juges en fait cette saison-là, première saison de Liam Rosenior aussi en tant que coach principal en Ligue 1? Quel est ton ressenti là? On a le sentiment que, alors, on va pas comparer Strasbourg et Brest parce que en termes de budget, etc., on n'est pas sur les mêmes dimensions, mais c'est une saison très très positive pour l'instant de Strasbourg. Ouais, alors déjà, bon, pour revenir, comme tu le disais, sur le match aller, effectivement, on a été pénalisé, on perd 2-1, on est surtout pénalisé par des erreurs de jeunesse. Je pense au but contre son camp d'Abakar Silla qui cherche une passe en retrait pour Petrovic, qui file droit dans le but, bon, qui offre la victoire à Nice. Mais la saison strasbourgeoise, alors il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai qu'on a débuté une saison avec une campagne de matchs amicaux, de pré-saison absolument catastrophique, aucune victoire. Patrick Vieira
que vous connaissez aussi à Nice, qui est limogé 3 semaines avant le début du championnat. On ne sait pas vraiment qui va le remplacer. Puis sort du chapeau le nom Liam Rosenior, que personne ne connaît, puisque c'est un très jeune entraîneur d'une 40aine d'années, qui n'a pas fait une grande carrière de footballeur professionnel. Il n'a pas non plus de grandes références en termes de coach. Il était précédemment coach de Hull City. Il a été limogé par Hull City et il arrive parce qu'il fait partie un petit peu des amis de la galaxie Blueco. Ensuite, il y a le mercato, avec beaucoup d'argent investi, mais principalement, comme on le sait maintenant, avec le projet Blueco sur des jeunes de moins de 23 ans. C'est vraiment les grosses interrogations se poser à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cadre, au moins un cadre par ligne pour encadrer tous ces jeunes qui ont certes potentiellement un fort potentiel, du talent, etc. Mais comment ça va se passer? Et puis la saison débute, plutôt bien. On voit les principes de jeu de Rosenior, qui a réussi à les inculquer assez rapidement, puisqu'on rappelle qu'avant le début de la saison, il avait 3 semaines de travail avec son équipe. On voyait que Strasbourg était une équipe spectaculaire, qui prenait beaucoup de buts, certes, mais qui en marquait aussi beaucoup. J'ai par exemple le match à Lyon, où on gagne 3-1, on réussit à le perdre 4-3. On va à Lille, on fait 3 partout. Donc toujours des matchs assez spectaculaires. Et puis arrive cette période au mois de novembre où on perd à Saint-Etienne, on enchaîne le diptyque, le même qui va arriver là, Monaco-Nice à l'époque. On perd à domicile contre Monaco, on se déplace à Nice, on perd aussi. Ensuite, on prend 3-0 à Brest. Là, on se dit, oulala, attention, qu'est-ce qui se passe? On glisse dangereusement vers le fond du classement. Et alors que la Coupe d'Europe était annoncée pour Strasbourg dans les locaux du club et par la direction, l'objectif, c'est Coupe d'Europe, profiter de la crise des droits télé pour essayer de se rapprocher du top 7. Parce qu'un dirigeant de Blueco disait de lui-même dans les médias, si on n'a pas l'Europe, on est mort. Là, tout le monde commençait à tempérer à Strasbourg en disant, oulala, on va commencer déjà par le maintien. Et puis, à la suite de ces 4 matchs, 4 défaites consécutives, on fait un 0-0 contre Reims, qui à l'époque n'était pas dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. On gagne 3-0 au Havre et à partir de là, Strasbourg, année 2025, quasi parfaite, avec un changement radical au niveau de la défense. Alors, je ne saurais pas l'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Mais en tout cas, Strasbourg est devenue la meilleure défense d'Europe en 2025, avec seulement 10 buts encaissés maintenant, si on compte les 2 de Nice, 2 marqués par Nice hier soir. Et puis surtout, une seule défaite en championnat depuis le début de l'année. Je ne compte pas celle en Coupe de France. Donc, Strasbourg s'est replacé dans la course à l'Europe. On commence même en interne à rêver de Ligue des Champions. Maintenant, ce qui est un petit peu cruel, c'est que hier soir, à la 93e minute, on était 3e ex-aequo avec Marseille. Et à la 94e minute, on peut être 6e ce soir. C'est ça qui est le plus cruel finalement. Mais si on fait un bilan général de la saison strasbourgeoise, et je vais écourter là-dessus parce que ça est déjà assez long, c'est un peu inespéré parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais cette équipe, c'est une bande de copains, ils ont tous le même âge, ils sont tous dans le même délire, ils sont tous dans la même idée et ils se tirent tous vers le haut. Et pour l'instant, on est en train de vivre une très très belle saison d'un point de vue sportif. Maintenant, c'est sûr que d'un point de vue extra-sportif et tous les à côté au stade de la Méno, c'est un peu plus compliqué. Ouais, avant d'aborder cette partie-là qui est aussi intéressante, Hugo, toi qui consommes pas mal de football et principalement, on va dire, Ligue 1, quel regard tu portes un peu sur le projet strasbourgeois, sans parler, on va dire, de comparaison avec celui de l'OGC Nice, parce qu'il a quelques années d'expérience par rapport à celui de Strasbourg. Voilà, c'est une équipe composée de nombreux jeunes potentiels. Ça fait sa saison pour l'instant. C'est un peu, on va dire, la surprise de cette année 24-25 pour l'instant. Ouais, c'est clair. Puis tu parlais de comparaison avec le GC Nice. Moi, d'un point de vue général, comme à peu près tout le monde, je pense, je suis pas un grand fan de la multipropriété, mais l'avantage de Strasbourg par rapport à Nice, c'est que eux, c'est clair. Je trouve que c'est clair dès le début, quoi. On te vend le fait qu'il y aura vraiment une équipe composée de très jeunes joueurs talentueux qui sont pas destinés à rester très longtemps à Strasbourg. Bah, c'est appliqué d'entrée, tu sais à quoi t'attendre. Alors que du côté de l'OGC Nice, au fil des années, ça a évolué. On n'a jamais eu une direction claire. Donc même si sur le papier, je suis pas forcément pour, je trouve qu'à Strasbourg, au moins, ça a le mérite d'être cohérent avec ce qui était annoncé. T'es pas surpris. Et il y a un rendu sur le terrain qui est, je pense, bien mieux qu'espéré, avec une qualité de jeu, même on le voit, un état d'esprit collectif qui a immédiatement pris. On le voit aussi en dehors du vestiaire avec les fameuses images de danse tous les week-ends. Enfin, tu sens que cette équipe, c'est un petit vent de fraîcheur sur la Ligue 1 quand même, parce qu'il y a, c'est vraiment, tu as l'impression
composé de joueurs venus un peu partout qu'on connaît pas et qui au final ça a réussi à prendre avec un très bon coach, je trouve, qui a des principes de jeu ultra intéressants, une belle capacité d'adaptation avec plusieurs systèmes de jeu, des joueurs. Moi, celui qui me choque le plus, qui a progressé, c'est Diego Moreira, qu'on avait vu à Lyon, qui était vraiment un joueur très moyen Suspendu hier soir. Ouais, et qui a été repositionné, il me semble, piston et qui fait une sacrée saison, il me semble. Donc c'est vraiment la bonne surprise de la saison. Je pense que ce ne sera pas destiné à rester sur le long terme comme ça, vu que forcément le projet, ça va amener beaucoup d'instabilité, mais ils peuvent, je pense, une fois de temps en temps, quand les planètes s'alignent, faire une saison comme cette année. Et c'est sûr que même si d'un point de vue forcément OGC Nice, ça ne fait pas nos affaires, parce que c'est un concurrent très sérieux pour nous, mais d'un point de vue spectateur Ligue 1, c'est une des équipes avec lesquelles je trouve tu peux prendre le plus de plaisir à avoir joué le week-end. Justement, Cyril, le côté multipropriété qui a été évoqué par Hugo, c'est quelque chose qui revient souvent aussi lorsqu'on aborde Strasbourg. Comment est-ce que toi, en tant que supporter, tu vis ça? C'est quelque chose d'assez récent. On sait que voilà, vous avez aussi une appartenance, comme chaque club en fait a son histoire, a son identité. Comment est-ce que tu le juges? Est-ce que finalement les supporters, comment dire, sont, on va dire, habités uniquement par le sportif, ou il y a forcément d'autres choses qui se jouent derrière? Alors, déjà, je vais parler de mon point de vue personnel et ensuite, je parlerai un petit peu plus généralement de ce qui se passe au stade de la Méno. Donc moi, d'un point de vue personnel, il faut savoir que je suis abonné au Racing depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai connu la descente de Ligue 2 à National, le dépôt de bilan, le CFA2, le championnat CFA et des déplacements chez des équipes dont les noms sont imprononçables pour vous. Parce que c'est des équipes régionales. Donc déjà, revoir un Racing sportivement parmi le quatuor ou le quintet de tête de la Ligue 1, moi, sportivement, ça me fait plaisir. Mes meilleures années avec le Racing, là où j'ai vécu le plus d'émotions, c'est la 6e place sous Julien Stéphan, où on finit pas européen à la fin de saison parce que Nice perd la Coupe de France. Merci à vous. Mais voilà, c'est la Coupe de la Ligue qu'on a remportée, qui nous a fait faire un barrage à Francfort. Et si on a l'occasion de retrouver les joutes européennes du milieu de semaine, moi, franchement, j'en suis absolument ravi. Maintenant, Hugo le disait à juste titre, le projet est clair et annoncé par Bluco. Moi, pour l'instant, je reste observateur. C'est-à-dire que Bluco est arrivé la saison dernière. Il y avait Patrick Vieira à la tête de l'équipe, c'était un choix de Marc Keller. Bluco lui a fait confiance. Au niveau du niveau de jeu, c'était le début de Bluco. Il y avait beaucoup de questions. Moi, je me faisais chier au stade. Concrètement, je me faisais chier au stade sous Patrick Vieira. On s'est maintenu un peu à l'arraché, mais on s'est maintenu. Je ne vais pas revenir sur Patrick Vieira. Liam Rosenior, je ne le connaissais pas. Et aujourd'hui, on voit qu'encore une fois, les matchs de Strasbourg, c'est spectaculaire. Ça joue au foot, il y a des belles actions. Pour revenir sur Diego Moreira, moi, je ne pense pas que c'était un joueur moyen à Lyon. Je pense qu'il est arrivé dans un mauvais contexte où Lyon était dernier et que ce n'était pas facile de s'imposer dans cette équipe-là. On connaît le gang des Lyonnais qui peuvent te faire sentir mal dans un vestiaire. Et aujourd'hui, Diego Moreira est dans un vestiaire avec qui il est ambianceur du groupe, avec ses copains Bakwa, Emega, etc. Et ce qui anime les réseaux sociaux strasbourgeois, c'est super. Ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. Donc moi, je suis très content de ce qui se passe sportivement. Par contre, je reste attentif et méfiant concernant la multipropriété parce que d'une part, on ne sait pas ce qui va se passer à l'intersaison. Strasbourg a des joueurs qui font une superbe saison, mais on sait déjà qu'on va perdre André Santos, on sait qu'on va perdre Petrovic. Quid de Emega, qui est notre meilleur buteur, quid de Bakwa, et quelle va être l'ossature de l'équipe? Que va-t-il advenir de notre ossature de cette saison? Est-ce qu'on va réussir à les garder? Est-ce qu'on va les garder? Est-ce que Bluco voudra les faire aller à Chelsea ou ailleurs? Parce qu'avoir une belle ossature, c'est super. Mais si l'année prochaine, on est obligé de tout reconstruire et qu'on a un effectif, on dépense beaucoup d'argent, mais que l'effectif n'est plus le même et qu'on perd tout ce qu'on a acquis aujourd'hui, ça m'embêterait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la grande question de que va-t-il advenir si on est dans la même Coupe d'Europe que Chelsea? Comment ça va se passer? Parce que aujourd'hui, on parle de Ligue des Champions. Chelsea est aussi en course pour la Ligue des Champions, mais on peut se retrouver tous les deux en Europa League. Et on sait tous et toutes que deux clubs gérés par un même propriétaire ne peuvent pas aller ensemble dans une même Coupe d'Europe. Donc, il va falloir qu'il y ait des petites magouilles. Et ça, les magouilles liées à la multipropriété, moi, personnellement, ça ne m'enchante pas de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rétrograder Strasbourg, faire en sorte que Strasbourg aille en Conference League? Est-ce que les mecs de Bluco vont démissionner? Est-ce qu'ils vont revendre le club? Je ne pense pas. Voilà, c'est plein de questions. On va avoir une intersaison, un été assez chargé à Strasbourg. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant,
et je vais être un petit peu long, mais bon, c'est un long débat, la multipropriété. Comme tu le disais, en Alsace, on est une terre avec une identité très forte. Et quand Marc Keller a vendu le club à des Américains qui veulent gérer le football alsacien tel une holding un petit peu à l'américaine, très marquée sur le show, sur le spectacle, sur les dépenses, le projet ne plaît pas beaucoup et Marc Keller est souvent le président historique du Racing qui nous a sauvés, est souvent traité de menteur parce qu'il a dit à multiples reprises qu'il gardait les commandes. Aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment reproché. La saison dernière, les UB90, principal groupe de supporters, en association avec les autres associations de supporters, ont décidé d'observer ce qui se passe. En début de saison, au mois d'août, juste avant le début de la saison, ils ont décrété qu'après 1 an de prise de fonction de Blueco, ils n'avaient toujours pas rencontré les propriétaires du Racing, donc Blueco. En l'occurrence, Bedad Ekbali, pour ne pas le nommer, puisque Todd Bully gère Chelsea et Bedad Ekbali gère Strasbourg. Après 1 an de prise de fonction, ils n'avaient toujours pas rencontré les supporters. Et bien entendu, le projet de U23 de Blueco en faisant sortir Patrick Vieira assez salement quand même si les résultats n'étaient pas foufou, en faisant sortir Gilbert et Perrin, ça n'a pas beaucoup plu du tout aux supporters et aux ultras. Ils ont donc décrété un mouvement de grève au début de chaque match à domicile comme à l'extérieur pendant le premier quart d'heure. Et cette grève a été annoncé qu'elle serait reconduite jusqu'au départ de Blueco. Ce qui paraît utopique, puisque quand un propriétaire dépense 75 millions pour acquérir un club, dépense de l'argent pour la rénovation du stade et énormément d'argent sur le mercato, ils ne partiront pas. Donc, au début, les gens, ils étaient réceptifs à cette grève, ils ne comprenaient pas, ils disaient que ce n'était pas forcément le meilleur moyen de combattre Blueco, mais à la limite, ils pouvaient comprendre. Et au fur et à mesure de la saison, on l'a vu, Strasbourg a commencé à avoir des résultats plus que positifs. Et aujourd'hui, il y a une vraie fracture au sein du stade de la Méno entre les associations de supporters dans la tribune ouest, qui est la tribune active du stade de la Méno, et le reste du stade, qui, quand les UB90 et le reste du COP commencent à chanter à la 15e minute, ils se font siffler, ils se font huer terriblement. Il y a des mouvements de protestation. Le reste du stade commence à chanter pendant le premier quart d'heure, mais ensuite ils arrêtent de chanter quand les UB demandent de les suivre parce qu'ils ne veulent pas être associés à ça. Et ça fout un bazar immense. Ah ouais, d'accord. Donc tu décris quand même une situation un peu ambivalente, c'est-à-dire que tu as une partie du public qui suit un peu la trajectoire actuelle, mais tu as une forme de résistance quand même qui s'est créée dans le groupe principal de supporters. Matt, de ton regard un peu extérieur, et puis aussi lié au fait que on soit pas dans une situation similaire, mais que on ait pu déjà rencontrer certaines de ces problématiques-là, quel est ton regard un peu sur ce projet Blueco du côté de Strasbourg et globalement sur la multipropriété? Sacré passe en profondeur, hein, Pancho. Démerde-toi avec ça. Alors, déjà sur le statut de Strasbourg, c'est vrai qu'au moins eux, le cadre était clair dès le début. Strasbourg allait être un peu la filiale, on va dire, de Chelsea. Donc à ce niveau-là, au moins, la multipropriété était jouée carte sur table. Même si j'imagine, je sais, c'est pas plaisant de se retrouver être le deuxième club de la multipropriété. Et pour les Strasbourgeois, effectivement, ça pose plein de problèmes au niveau un peu de la place qu'ils auront dans la prise de décision, notamment là, la question risque de se poser en fin de saison avec la qualification européenne. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas réglés. On voit que chez nous, ça pose des problèmes avec des interdictions de transfert entre United et l'OGC Nice. Et je pense que de toute façon, on n'est qu'au début de la multipropriété. Le modèle n'est pas du tout encore cadré. Mais je vois mal le modèle strasbourgeois perdurer s'ils ne peuvent plus envoyer de jeunes chez Chelsea. Cyril, à part si je me trompe, mais c'est quand même l'idée, c'est de faire péter les jeunes chez vous pour. Alors, excuse-moi, donc justement, c'est ça aussi qui fait un immense débat à Strasbourg. C'est pour l'instant, ça marche très bien. Chelsea, on va dire, ils sont 4e de Première Ligue. Strasbourg est 6e, 5e de Ligue 1. Pour l'instant, le projet Blueco prend forme doucement. Ce qui pose problème, notamment aux associations de supporters, c'est que justement, on n'arrête pas d'annoncer à Strasbourg qu'on n'est pas un club filial, mais qu'on est des clubs frères. Un peu à l'image de Leipzig, Salzbourg. Et comme quoi, Strasbourg profite de la base de données de la data de Chelsea, qui en fait profiter à Strasbourg, et que s'il y a des joueurs qui sont vendus, on réinvestira. Mais à terme, et
on le sent déjà, on voit que finalement, il n'y a pas autant de joueurs de Chelsea que ça qui sont prêtés à Strasbourg, puisqu'il y a Petrovic et Santos. Après, légalement, ils ne peuvent pas nous en prêter plus que 3. Mais on voit déjà que ça parle de Emega à Chelsea, ça parle de Bakwa à Chelsea. Dès qu'un joueur explose et cartonne à Strasbourg, effectivement, ça parle de lui à Chelsea. Donc, effectivement, il y a ce souci-là d'un petit peu de dissonance de point de vue entre ce qui est annoncé par Bluco, cette idée de club frère, et pas de club filial, et ce qui est réellement fait officiellement ou ce qui est réellement en tractation. Maintenant, la vérité, on ne la connaît pas. Moi, je le vois pas forcément d'un bon oeil, mais d'un autre côté, je trouve assez bizarre ce qu'on vit à Strasbourg. On vit peut-être la meilleure saison sportive depuis très très longtemps, et d'un autre côté, on devrait tous kiffer ensemble. Et il y a des débats interminables sur les réseaux sociaux, des prises de bec avec des insultes à gauche, à droite, entre ceux qui sont pro-Bluco, ceux qui sont anti-Bluco, ceux qui sont ni pro ni anti, mais qui comprennent pas la grève. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que j'ai quitté Twitter, parce que j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Et en tout cas, ouais, si je pouvais juste rebondir sur ce qui se passe dans les tribunes, je trouve ça assez intéressant quand même. Et je pense que c'est propre à la Méno, qui est un stade qui fait souvent guichet fermé, où il y a quand même un gros engagement du public au-delà, tu vois, de la tribune ultra. À Nice aussi, on a quelques problèmes, tu vois, même dans les bonnes saisons, entre les tribunes et le board, ou même les tribunes entre elles. On voit de plus en plus de critiques envers la Populaire Sud, qui a connu des mouvements en interne récemment aussi chez nous. Par contre, tu vois, nous, on n'a pas de contre-pouvoir en tribune, parce que l'Alliance Riviera est un stade très silencieux et très vide, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens sont là sur les réseaux sociaux pour critiquer les ultras, mais tu vois, on n'a jamais eu, en période de grève ou de fermeture de tribune, un stade qui faisait du bruit hors de la tribune populaire. Donc, je pense que c'est une chance peut-être que vous avez à Strasbourg, d'avoir justement un peu cet engouement populaire et ce contre-pouvoir à vos ultras. Par contre, de là à dire qui a raison, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment le temps qui vous le dira, et la suite de vos résultats sportifs. Tant que vous performerez bien et que vous pourrez continuer à évoluer sans être entravé par votre statut de multipropriété, tout ira bien. Après, à voir si ça va durer, je suis plus sceptique sur ce point-là. Bah, concrètement, ce qui s'est passé hier, il faut le savoir, c'est que au final, Beda Degbali a rencontré une partie des ultras strasbourgeois hier. Et c'est pour ça qu'on a vu quelques banderoles. Je ne sais pas s'ils les ont montrées à la télé sur DAZN, je ne pense pas. Mais déjà, il y a eu une première banderole, c'est qu'en gros, ils demandent à Beda Degbali une vraie réunion et pas juste une discussion de comptoir, hein, si je traduis de l'anglais qu'ils ont utilisé. Ils ont aussi dit que c'est pas parce qu'il achetait le club, qu'il avait acquéri le club en l'achetant qu'il lui appartenait. Et donc, du coup, voilà, encore une fois, ces banderoles ont été un petit peu mal accueillies par le reste du stade parce qu'on vit des moments sportifs incroyables. Mais encore une fois, moi, j'en reviens à ça. C'est très bien ce qu'on vit, mais je ne suis pas dans la culture de l'instant. C'est-à-dire, j'aime pas ça. C'est-à-dire que oui, je prends un plaisir monstre à voir mon équipe jouer, mais si la saison prochaine, tout le monde se casse, Rosenior aussi est pisté par des clubs anglais. Si Rosenior se casse, que les joueurs se cassent et qu'au final, la saison prochaine, on se retrouve de nouveau à jouer le maintien, bah, tous ceux qui ont critiqué la grève aujourd'hui remettront en cause le projet Bluco. Et c'est vrai qu'on a à Strasbourg cette idée de stade très ancrée dans sa région, dans son territoire. C'était hier le 57e guichet fermé consécutif au stade de la Méno. Il faut quand même dire que Strasbourg, je dirais, ils se sont retrouvés un public de supporters. Parce que comme le disait très bien le speaker dans une interview, le speaker du Racing, avant le dépôt de bilan, on avait peut-être 80% de spectateurs pour 20% de supporters. Strasbourg a déposé le bilan, les 20% de supporters sont restés. Et aujourd'hui, les gens qui viennent à la Méno, c'est 80% de supporters et 20% de spectateurs. Donc, il y a effectivement du débat, il y a effectivement des discussions, de façons différentes, de façons très opposées de voir les choses. Moi, je reste patient. Je le répète, hein, je suis très content de ce qui se passe. Je ne suis pas foncièrement anti-Bluco, je ne suis pas non plus foncièrement pro-Bluco. Je suis simplement supporter du Racing Club de Strasbourg et un supporter ravi de ce qu'il voit cette saison. Les joueurs, même s'ils sont destinés, voués à aller à Chelsea, voués à ne pas rester à Strasbourg, parce que Strasbourg restera encore pour l'instant un club tremplin, notre statut fait que les joueurs mouillent le maillot, s'éclatent, se donnent à fond, et c'est ce que je veux, c'est le comportement que je veux voir des joueurs qui portent le maillot de mon club. L'indicateur, Cyril, c'est si le propriétaire te dit qu'il prend plus de plaisir à aller voir Chelsea que Strasbourg parce qu'il y a des joueurs de meilleure qualité, commence à t'inquiéter. Voilà.
Voilà. Bah, c'est exactement, j'en C'est ai pas encore typiquement ce parlé, qu'a dit mais j'ai Ratcliffe il y trouvé a un ça. mois, donc J'ai été outré vraiment, et on sait que Nice, c'est pas forcément le public le plus représentatif français. Je veux dire, on n'est pas, il n'y a pas une ferveur digne de ce nom. Il y a la Populaire Sud, ils sont toujours là, mais c'est vrai que pour avoir été déjà à l'Alliance Riviera, il y a plusieurs raisons que je pense qui expliquent l'affluence médiocre, je peux pas dire autrement, de l'Alliance Riviera. C'est la situation du stade, très compliqué de se garer, et puis je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui supportent Monaco à Nice, je crois. Donc voire même voilà. Marseille. Hein. Marseille, hein. Ouais, ou Marseille, forcément. Et Nice, ça n'a jamais été vraiment. Il y a toujours eu une bonne ambiance, que ce soit au Stade du Rail, Stade du Ray, je ne sais pas comment vous le dites, ou à l'Alliance, il y a toujours une belle ambiance, mais c'est pas forcément. Ce grand stade est trop grand pour moi. Mais par contre, avoir un propriétaire qui ose dire d'un club qui fait quand même partie maintenant du paysage footballistique français, qui se bat chaque année pour jouer la Coupe d'Europe, qui a quand même un projet avec réussi à faire venir Franck Hez, il y a du Gaëtan Laborde, il y a des très très bons joueurs à Nice, et dire d'un propriétaire que Nice, de toute façon, on s'en fout. Moi, je suis propriétaire de Manchester et je m'éclate plus. Quand on voit où est Manchester aujourd'hui. D'autant plus que Manchester a connu un downfall absolument incroyable depuis peut-être une quinzaine d'années, surtout lorsqu'on depuis Ferguson, on a grandi, globalement. on est à peu près tous de la même génération avec les exploits du Ferguson de United. Là, on voit la gueule de leur équipe. Hein. Honnêtement, ça fait un peu flipper. On va tout doucement découler sur le match, messieurs, si vous le voulez bien. Merci en tout cas, Cyril, pour ces... avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Mais non, mais après, tu peux rester peut-être un peu pour aussi parler du match, hein, si tu le souhaites. Avec plaisir. Matt, du coup, ce match, on parlait de match nul logique. On va peut-être prendre le match chronologiquement, une entame strasbourgeoise qui rappelle, je trouve, énormément le match de Monaco, avec une grosse pression mise par Strasbourg. Et on a senti d'emblée sur la première situation que défensivement, ça allait être compliqué. En atteste cette transition ratée de Moïse Bombito. Ah, terrible. Le début de match, en fait, on a bien vu la différence entre une équipe qui est en forme, en rythme, hein, parce que honnêtement, je crois que vous aviez la meilleure série en cours en Ligue 1, je crois, Cyril. Vraiment, le Strasbourg, là, c'est le Racing, c'était tous les supporters niçois, ils sont allés en claquant des genoux. Deuxième minute de jeu, espèce de relance un peu pourrie de Bombito pour Dante qui fait pas but derrière, parce que je trouve que c'est un peu mal géré par vos attaquants, mais ouais, au-delà même de l'entame, les 10 premières minutes, extrêmement difficiles. On n'a pas vu le jour pendant les 10 premières minutes, c'était terrible. On n'a pas aligné deux passes, on n'était pas en rythme. Il a fallu vraiment que l'équipe monte en température, Pancho, comme tu disais, peut-être un peu comme contre Monaco. Il a fallu qu'on se mette à la hauteur de l'adversaire. C'est ce qu'on a plus ou moins réussi à faire, Hugo, à partir de la 20e, 25e minute de jeu, où là, il y avait un match qui était plutôt équilibré, avec un bloc plus haut niçois, des récupérations hautes aussi, et on commençait à se procurer des situations, une sorte de rang d'observation un peu, Hugo, dans cette première mi-temps, et surtout peut-être une bonne gestion pour le coup du temps faible, en concédant mais en n'encaissant pas. Ouais, c'est ce qu'on a très peu réussi à faire finalement cette saison, c'est savoir comment gérer tes temps faibles, parce que se faire prendre à la gorge et se faire dominer d'entrée par Strasbourg, je pense qu'on pouvait tous s'y attendre. Hein. La majorité des équipes de Ligue 1, ils sont passés, tu sais qu'ils sont comme ça, mais tu sais qu'ils sont aussi pas capables de te mettre la même intensité tout le match, donc tu peux t'attendre à te faire presser fort d'entrée, mais il faut être capable petit à petit de mieux ressortir les ballons, parce que je rejoins Matt, on n'a pas du tout réussi à faire d'entrée, et ça rejoint un peu le match dont tu parlais à Monaco, où techniquement dans les sorties de balles c'était catastrophique, on n'arrivait pas à ressortir face au pressing. Là petit à petit on a réussi à trouver de l'oxygène, surtout je trouve avec un bon côté gauche, avec une association Barboga qui a bien réussi à combiner, à ressortir les ballons, même à être présent dans les duels. Donc petit à petit on a réussi à sortir la tête de l'eau, et je trouve que globalement la première mi-temps je vous ai trouvé, si on sort ces 15 premières minutes, je l'ai trouvé cohérent, je l'ai trouvé de mieux en mieux, en fait, de moins à plus. Dans les sorties de balles, c'était plus cohérent. Ça manquait un petit peu, comme d'habitude, de justesse technique dans les 25 derniers mètres. On en a l'habitude. Hein. Combien de fois on a vu des transitions mal jouées, des Santa Maria qui étaient en grande difficulté pour fluidifier le jeu.
alors qu'on a eu quelques occasions pour punir Strasbourg en contre. Mais petit à petit, je trouve qu'on est monté en intensité jusqu'à ce très beau but de Melvin Barr, qui je trouve venait récompenser quand même une belle réaction de notre part. Ouais, effectivement, ce but, Cyril, tu l'as vu du stade, alors tu l'as vécu sans doute différemment, mais une très très belle passe déjà de Jonathan Klaus qui est auteur bien, de 2 passes décisives hier. En termes de nombre, je crois qu'il doit être à 6 passes D en Ligue 1. 8, il me semble. Moi, Hein. ça, 8. Je moi, crois, ça hein. me fait mal hein, parce que Eh oui. Jonathan Klaus, il nous a fait très mal et je pense que c'est un concept international que toute équipe du monde entier vit une fois. C'est un ex fait toujours mal, quoi. Alors, je dis un ex, mais Jonathan Klaus n'a pas Hmm. officiellement joué en pro à Strasbourg, mais il est formé chez nous. C'est un régional de l'étape. Il a une qualité de passe, il a un pied absolument fantastique. Et je pense que c'était le meilleur niçois sur la pelouse hier. Effectivement, j'ai vu le but un petit peu de loin. J'ai même pas compris qu'il y avait but parce que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et en fait, je vais juste redire ce que je disais, c'est que moi, hier soir, à la fin de la première mi-temps, j'étais au stade, je discutais avec un ami sur WhatsApp et j'avais vraiment une vision, je pense, erronée de la situation. Je me disais, mais c'est pas possible. Euh, je lui disais, Nice n'a pas la possession. On a tiré beaucoup plus de fois, on les a bouffés dans l'intensité. Ça, c'était mon ressenti à chaud à la mi-temps du match. Je dis, c'est pas possible qu'on soit derrière au score. Et en fait, en regardant le replay ce matin, je me dis, mais en fait, non, la possession. Strasbourg a certes mis beaucoup d'intensité dès le début du match avec des occasions chaudes. La frappe de Bakwa que Boulka fait une belle manchette malgré tout. On était là dans l'intensité, mais finalement, on était trop peu inoffensif. Et Nice a puni sur une très belle action où malheureusement Habib Diarra, qui normalement est notre capitaine milieu central, a été replacé piston droit suite à des blessures de dernière minute, notamment celle de Mamadou Sarr. Il oublie complètement Melvin Bard, qui sait aussi très bien se faire oublier et qui se place juste entre Doué et Diarra pour se faire oublier et pour rentrer dans Il l'alignement. est couvert aussi, Pour un ne Barre, pas il me semble, hein, par un des Bah, défenseurs il est centraux. couvert par Doué, ouais, qui l'oublie dans son dos en fait, et qui voit pas que Diarra l'a pas suivi. Du coup, il est en position extraordinaire, et forcément, quand tu as la qualité de Melvin Bard, bah, face à face comme ça, même s'il est piston gauche, bah, il ne le rate pas face à Petrovic. Donc on retrouve un Strasbourg qui est mené, qui aurait pu aussi mener au score. Je pense à Amo Ameyo. Après, il y a quelques décisions arbitrales. Monsieur Pignard s'est pas fait que des copains au stade de la Méno parce qu'il y a quelques actions, notamment une poussette dans le dos d'Emega qui aurait pu être sifflée. Voilà. Sur l'action, juste avant le but niçois, Emega, on a tous crié au penalty en revoyant les images. C'est un tacle très propre parce que Emega fait un effort surhumain pour mettre le pressing. Je ne sais plus sur quel joueur niçois. Je Sur crois que c'est Bombito. Ndaï Chimier, je crois. Non, je crois que c'est sur Bombito, l'action quasiment sur la ligne. Ouais, il récupère la balle sur la ligne de touche, il lui prend la balle, il Et rentre dans la surface. retour défensif. Au moment où il doit donner la balle à Amo Ameyo, notre jeune, bah, il s'écroule. Tout le stade crie au penalty, mais en fait, on revoit en fait, au replay, on revoit qu'il n'y a pas faute. Et Nice gère très bien sa contre-attaque. Petite déception qu'il n'y ait pas eu de revisionnage à la VAR, mais de toute façon, je pense que même s'il y avait eu revisionnage, ça aurait rien donné. Et puis Nice, au final, a remporté sa première mi-temps. Timo, tu en parlais de l'arbitrage, parce que c'est vrai que bon, on a vu quelques commentaires un peu sur les réseaux, c'était pas non plus quelque chose de très très présent, mais moi j'ai quand même un ressenti globalement positif. Enfin, on a regardé le match ensemble avec Matt, donc honnêtement j'ai beaucoup aimé l'arbitrage de Monsieur Pignard, parce que justement ça a laissé jouer quelque part. Et donc effectivement, alors il y a des situations qui auraient pu être sifflé, qui aurait peut-être même dû être sifflé. Mais quelque part, dans la sensibilité de l'arbitrage, je trouve qu'on a quelque chose qui se rapproche un peu plus du jeu finalement, et dans le sens Ouais, de ce qui après, peut être fait. honnêtement, Même si je te l'accorde, sur certaines situations dans la rencontre, si c'est un Moi, autre arbitre, il peut siffler plus en faveur de Strasbourg. il y a non, une mais situation. en soi, on va pas râler parce qu'on a aussi bénéficié d'un gros coup de pouce de Clément Turpin à Reims le week-end dernier Ah oui, à la ah dernière oui. minute. Donc, c'est sûr que quand tu es à chaud, comme je le répète, tout le monde a déjà vécu ça, tu es à chaud, tu es au stade, tu as un match du haut de tableau, tu peux rejoindre la 3e place. Donc forcément, le moindre micro-contact en ta défaveur qui n'est pas sifflé, bah ça t'énerve et tu dis, je me pose la question peut-être en première mi-temps, est-ce qu'il n'y a pas un penalty sur Amo Ameyo? Est-ce qu'il ne peut pas bénéficier d'un penalty? Finalement, il a été peut-être
parfois clément, mais au moins il a été cohérent. Je veux dire, il a pas sifflé certaines choses pour Strasbourg, il n'a pas sifflé certaines fautes que Nice aurait pu bénéficier, il a effectivement laissé la place au jeu, et je trouve que à froid, à chaud, j'aurais pas du tout dit la même chose sur Instagram. En fait, il faut savoir, je me suis cassé la cheville. J'étais en béquille au stade. J'ai mis une story sur Insta. J'ai fait fais gaffe, Pignard, je suis armé. Mais ça, c'est à chaud. C'est moi. Mais à froid, en fait, l'arbitrage, on fait 2-2. On peut pas dire on a fait 2-2 parce que c'est l'arbitre. Non, on fait 2-2 parce qu'on a eu une faute de concentration, comme ont pu avoir les Niçois sur les 2 buts qu'ils prennent. Faute de concentration. Voilà. Mais c'est pas l'arbitrage il a globalement tenu son match aussi. Il n'y a pas eu, même sur les débuts d'échauffourée, il n'y a pas eu de. Très pédagogue aussi, j'ai trouvé dans l'approche, beaucoup dans la discussion. Et ça, c'est quelque chose que je souhaitais retenir. Matt, tu voulais ajouter quelque chose concernant l'arbitrage? Non, peut-être c'est la situation dont tu parles, Cyril, sur Mohameyo. C'est un retour par derrière d'un Niçois qui vient prendre un peu le ballon et la cheville en même temps. Ouais, moi je suis d'accord, c'est en le voyant en direct, mais j'ai serré les fesses. C'est Hugo, je sais pas si tu vois l'action, c'est le retour de Boudaoui. Ah oui. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo. Attends, on parle de celle en première ou celle en deuxième où il prend première mi-temps. Celle en première, mais un peu la même chose. Hein. Il défend par derrière devant la surface, et il prend la cheville et le ballon. Ouais, elle était un peu limite, mais je trouve que j'ai plus eu chaud sur celle en seconde mi-temps où il prend carton jaune, où il fait vraiment une grosse faute, vraiment à la limite de la surface, que sur celle-là où je trouve que. Celle où derrière Bakwa, il envoie un missile à façon Thomas Ramos qui est passé, on cherche encore le ballon dans les travaux. D'ailleurs, ça je le souligne, mais heureusement que la Méno est un stade assez grand parce que le nombre de chandelles qui ont été envoyées, mais vous n'avez pas les mots des deux côtés les d'ailleurs. Il y a eu génocide dans la Mofi, il en envoie une, j'ai failli la prendre en pleine gueule. Hein. Il y a Klaus aussi qui envoie une minace là. Klaus, Santa Maria aussi, il en met une aussi en tribune. Hein. Il y a une session Santa Maria, 80e. Klaus, Mofi, Bakwa. Franchement, aujourd'hui, je crois qu'on dénombre 15 pigeons morts à Strasbourg. Oui, mais c'est vrai que par contre, le coup franc de Bakwa, il m'a surpris. Il m'a vraiment surpris, je ne m'y attendais pas. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un coup franc aussi bien tiré, moi, personnellement. Tu sors de Declan Rice contre le Real Madrid, tu passes à Dylan Bakwa. Je peux te dire que... Hugo, un peu, si tu avais un petit mot à dire sur l'arbitrage, ou pas? Non, franchement, là, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Il y a pas grand-chose à redire, là, cette semaine. Ouais, mais en fait, je trouve que quand c'est pas bien, on le dit. Oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que... et c'est pas dans le sens où il a été avantageux, c'est plutôt même dans son approche du match et dans ses décisions et dans sa pédagogie. L'OGC Nice mène 1-0 à la mi-temps. Et là, on a le traumatisme de Monaco encore dans la tête en se disant il faut rentrer sur le terrain en jouant cette deuxième mi-temps. Bon, voilà ce qui s'est passé. On va dire 2 erreurs défensives coup sur coup. Hein. Je crois que les 2 buts sont espacés de 5 minutes environ, pas plus. 3. Un premier but de Emega sur un duel perdu par Moïse Bombito. Emega se présente devant Marcin Bulka qui indique vraiment à Emega où tirer. C'est assez bluffant hein, cette action, je vous invite à la regarder. Et le deuxième but, alors là pour le coup erreur de relance, un peu dans le même style que ce qu'il nous avait fait contre Lyon lors du match retour, qui provoque un 3 contre 2 avec Santos qui décale Dylan... j'ai pas le nom du jeune. Amo Ameyo, qui là pour le coup frappe, alors apparemment contré, mais... Ouais, en fait topé, topé, enfin je veux dire, je m'en suis pas remis. Vas-y Cyril. Je vais prendre la parole pour commencer, si ça vous embête pas. Déjà, ce que vous avez... à Nice, vous parlez peut-être du traumatisme Monaco que je ne connais pas. Nous, en fait, vous avez, comme je le disais quand on était en off, vous avez un peu subi la spécialité strasbourgeoise, c'est-à-dire grosse remise en question à la mi-temps, je pense, discours de Liam Rosenior, et retour de mi-temps où on enflamme en fait le stade de la Méno. C'est arrivé à Lille qui menait 1-0 à la mi-temps, qui a perdu 2-1 chez nous. Je le disais, Toulouse qui menait 1-0, ils ont perdu au Certre, ils ont fini par perdre 3-1. Lyon, c'était 0-0, ils nous avaient marché dessus en première mi-temps. On n'avait pas passé le milieu de terrain en un quart d'heure. Dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on leur en met 2. Et Nice, au final, ils reviennent peut-être un peu en dilettante. Et Strasbourg se dit bon, maintenant faut qu'on y aille, et on y va. Alors effectivement, premier but d'Emega, très belle passe d'André Santos, qui est un joueur magnifique, qui est peut-être un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, si ce n'est le meilleur.
hors PSG toujours, parce que PSG, ils sont dans un autre championnat. Effectivement, mauvaise appréciation, je pense, de Bombito qui se fait surprendre par la hauteur de la balle. Derrière, malheureusement, il perd le duel face à Emega à la vitesse, il se fait manger. Et puis Boulka qui, effectivement, indique peut-être dans son positionnement, en laissant le premier poteau ouvert, vas-y, tire, c'est là, petit filet qu'il faut la mettre. Donc moi, je te la prendrai pas. Et puis dans la foulée, Bombito qui essaye de ressortir proprement, mais comme tu le disais, Pancho, ça bouge pas énormément, il n'y a pas trop de solutions de passe. Du coup, au moment où il essaye de faire sa passe, André Santos, il est au pressing, il récupère. Après, c'est dommage parce qu'on va dire que c'est la faute de Bombito, mais entre le moment où il perd le ballon et le moment où le but est marqué, il y a quand même encore un repli défensif. On peut aussi alors à ce moment-là incriminer Dante qui ne fait pas forcément le bon geste pour empêcher Amo Ameyo de tirer. Après, il y a une petite part de chance parce que la balle est un peu topée, elle est contrée. Boulka, il est pris à revers. Et puis, à partir de là, Strasbourg mène 2-1 et le match change. Et c'est à partir de ce moment-là que je regrette un petit peu l'idée de jeu de Strasbourg, d'attendre Nice et de se dire maintenant on mène. C'est à Nice de faire le jeu, c'est à Nice de venir chercher pour égaliser. On va les laisser faire. Et voilà ce qui arrive quand tu laisses une équipe comme Nice avoir la balle au pied, les meilleures occasions et que tu ne cherches pas à marquer le troisième. Alors, Matt, pour ces 2 buts encaissés, forcément, on a pointé du doigt la prestation et le match dans sa globalité de Bombito, qui est, on va dire, en grande difficulté. On se le disait un peu avec Hugo avant le début de l'émission, depuis son retour de blessure. Il n'a pas, depuis début 2025, retrouvé en fait cette domination dans les duels et cette facilité, auteur d'erreurs. Tu le mets où en fait dans la part de responsabilité? Parce que comme l'a dit Cyril justement, certes il perd le duel sur le premier but d'Emega. Derrière, Emega fait une belle course, se présente devant Boulka, qui là aussi n'est pas décisif. Et puis ce deuxième but, mal jugé peut-être par Dante, et puis encore une fois Boulka. Alors c'est très très orienté la question que je te pose. C'est pour ça, moi je te dis, je vais défendre Bombito et je vais allumer quasiment tous les autres. Donc, quel est ton ressenti? Parce que forcément, Bombito, qu'on le veuille ou non, est impliqué sur les 2 buts pris et sort quelques minutes après ça. C'est d'ailleurs un changement qui est catastrophique. On y viendra, Matt. Bombito, du coup, pour la relance, on avait déjà vu la faille en début de match et ça nous avait déjà coûté peut-être le match contre Lyon, tout simplement. Mais c'est cruel en fait de lui demander à lui de faire les relances, donc de monter d'un cran, balle au pied, du coup de se découvrir et de confier l'arrière-garde à Dante et Youssouf qui ont des charrettes au cul innommables, et du coup en transition, si le mec perd une balle, en fait c'est sentence quasi obligatoirement. Alors que si c'est Dante qui l'attente, si c'est Youssouf qui l'attente, t'as quand même Bombito du coup qui est là pour couvrir avec sa vitesse. Donc déjà pour moi, erreur stratégique, on va dire, de jouer comme ça, parce que du coup c'est pas sa force aux jeunes, et en plus il n'y a personne pour le couvrir derrière. Deuxièmement, est-ce qu'on peut parler du match de notre gardien? 0,5 XG target subi, 0,5, c'est-à-dire que donc, sur ce que vous avez cadré, 4 tirs cadrés. Vous auriez mérité de mettre 0,5 buts, vous en avez mis 2. Donc c'est qu'à un moment donné, vous avez reçu un coup de pouce d'un type qui avait décidé que voilà, le premier poteau, c'est pas quelque chose qu'on doit défendre en 2025 quand on est un gardien, qu'une frappe qui est quasiment à portée de bras. Il s'est pas du tout décalé, il est resté sur le cul, il était déjà en train de se plaindre que la balle était pas rentrée dans la cage. Donc match catastrophique du gardien, et on l'a vu à de maintes reprises, les défenseurs ne misent pas sur lui, ne se reposent pas sur lui, il fait un match mauvais. Voilà, Boulka fait un match mauvais, il fait quelques bonnes sorties aériennes, mais il fait un mauvais match. Et ouais, non, moi je trouve qu'honnêtement, on n'a pas laissé tant de chances que ça aux Strasbourgeois. Sur les stats avancées, ils sont à moins d'un XG, ils sont à 0,5 XG on target. On a fait défensivement un bon match. On n'est juste pas capable de valoriser les efforts qu'on fait. C'est vrai que contrairement à Strasbourg où Petrovic est le premier relanceur, puisque toutes les balles ou presque toutes les débuts d'action strasbourgeoise passent par Petrovic. Après, c'est aussi la patte Liam Rosenior, au repartir propre de derrière. Petrovic, il touche par match un nombre de ballons incalculable. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu les Niçois jouer avec Boulka. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance de l'arrière-garde niçoise envers le gardien. Ouais.
Mais ça, le plus étonnant, c'est que l'année dernière, du coup, tu parles de la Patro Senior, on avait du coup Francesco Farioli, champion d'Eredivisie avec l'Ajax cette année et l'année dernière, qui avait fait de sa spécialité, c'est un ancien gardien de but, la relance au pied de Boulka. Et Boulka était un des meilleurs du championnat dans la relance au pied, et c'est vraiment un downfall catastrophique cette année sur l'exercice. Hugo, t'as ressenti un peu sur on va dire, les erreurs défensives qu'on a mentionnées. Quel est ton ressenti un peu là-dessus? L'impression qu'au global, ça nous plombe quand même vachement, c'est une évidence. Mais quelque part, ça prend place aussi dans un contexte où défensivement, on est beaucoup moins serein qu'on l'a été il y a quelques semaines. Ouais, c'est clair. Puis ça va aussi avec le contexte d'une équipe, on en avait parlé, il me semble, après Auxerre, du manque de confiance, peut-être un peu de la peur, de la crainte qu'il y a dans cette équipe. Et je trouve que ça se symbolise beaucoup défensivement. Matt, il en parlait un peu, mais ça se voit que les joueurs les joueurs savent qu'entre eux, voilà, t'as Boulka qui va pas être décisif, donc les défenseurs sont moins sereins parce qu'ils savent que derrière eux, bah, le gardien il est pas en confiance et il te met moins en confiance. Bon, Mito, il est quand même vraiment dans le trou là depuis 3 4 mois, depuis qu'il est revenu de blessure. Il paye aussi bah, un enchaînement physique qui est assez énorme pour un jeune joueur comme lui, qui a pas arrêté d'enchaîner avec sa saison MLS, les déplacements au Canada pour les trêves internationales. Donc c'est aussi normal que physiquement il commence à tirer la langue. Le niveau de confiance, il est vraiment. On voit clairement que ses défauts, qui sont notamment techniques, relance, ressortent clairement, vu qu'il n'est pas en confiance dans le contexte général depuis quelques semaines. Tu as un Dante qui, je trouve, autant a fait une très bonne première partie de saison. Je trouve que là, ça devient plus compliqué. Il a été suspendu, donc le rythme est en train de se Mm. perdre un petit peu. Sur les transitions défensives, tu sens qu'il est. On n'est pas surpris, mais il est effectivement trop lent. Tu n'as qu'un Youssouf qui, en ce moment, est vraiment le patron de cette défense dans l'attitude et dans le jeu aussi, que ce soit techniquement, que ce soit physiquement, il inspire la sérénité, mais autour de lui, c'est très compliqué. On sent qu'il y a beaucoup de crispation en ce moment et, euh, et ouais, aussi le fait que ce soit vraiment ces trois-là qui est beaucoup joué depuis le début de l'année 2025, ça fait que les remplaçants, les Abdelmonem, les Antoine Mendy, bah forcément, ils ont perdu le rythme. Donc quand ils rentrent, même si Abdelmonem a été pas mal la semaine dernière, mais c'est plus compliqué aussi. Donc il y a Il vraiment était une. absent surtout hier soir, je crois. Oui, Il était... exactement, il était absent. Mais tu sens que voilà, la dynamique est compliquée défensivement et c'est un gros problème parce que hier, sur l'ensemble du match, enfin, vraiment, il y a eu 2 occasions en début de match où Boulka fait pour le coup 2 belles parades. Et sinon, Strasbourg n'a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent, à part ce que tu lui donnes en début de seconde. Et donc, c'est vraiment dommageable quand tu sais que maintenant, bah, chaque point compte vraiment, qu'il ne reste plus que 5 matchs. J'aimerais Non, c'est souligner très deux juste. trucs. Pardon, Ouais, vas-y. juste pour compléter ce que dit Hugo, sur le match de Bombito que tu trouves très en difficulté, il perd que 2 duels dans le match. Donc tu vois, au final, c'est celui le long de la ligne et celui qui coûte le but de l'égalisation. Et Antoine Mendy qui rentre à sa place commet la même erreur de relance que, que Bombito au bout de quelques minutes. Donc c'est aussi collectif comme faillite, hein. Faut pas tout mettre non plus sur le joueur. J'ai vu, il s'est fait déchirer sur Twitter. À remettre en perspective aussi. Non, c'est clair. Non, Moi, quand je disais que physiquement, je pointais aussi surtout le manque technique dans sa qualité de relance. Ça fait quand même plusieurs fois que tu sens que le poids des derniers matchs lui pèse et qu'à la relance, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi évidemment collectif parce que on en parlait un petit peu Pancho sur le deuxième but. Il y a aussi un manque de solution, donc ça fait qu'il panique un peu, il perd le ballon. Mais je trouve que techniquement, malheureusement, va falloir progresser. Il y a encore du travail, hein, c'est sûr, c'est un très jeune joueur, mais il y a quelques paliers à franchir encore. Et c'est clair qu'il ne faut pas le déchirer, qu'il faut pas paniquer et se dire que c'est une erreur de l'avoir pris. Ces 6 premiers mois étaient quand même excellents. Mais là, je trouve qu'il paye le contre-coup du transfert, du poids des matchs et du manque de confiance. Et donc, c'est dommage que ça intervienne à ce moment-là de la saison, surtout. non, ce que tu dis, c'est très juste, Hugo. Je pense que, tu vois, d'un point de vue strasbourgeois, hier soir, en sortant du stade, je me disais, putain, on a perdu 2 points. Et en fait, quand tu regardes et que tu analyses un petit peu plus à froid, tu te dis, bon, on était mené 1-0 à la mi-temps, on a retourné le match, on prend un but, certes, c'est autant miraculeux pour Nice de revenir à 2-2 que mérité, finalement. C'est ça qui fait un petit peu la bizarrerie de la chose.
je disais putain, mais 30 secondes le match, c'était 3 minutes de temps additionnel. On parle pas de ce corner. Strasbourg est troisième et au final, oui, tous les points sont chers et je pense que ce point pris en toute dernière minute pour Nice peut relancer une dynamique. Bon, vous allez jouer vous allez recevoir Paris ou vous allez vous déplacer à Paris prochainement, je crois. On va a à Angers d'abord pour se mettre en canne, Angers, et ouais. on ira à Paris. Ouais, vous allez à Angers. Je pense qu'à Angers, vous avez franchement l'équipe et les capacités pour prendre les 3 points. Tandis que nous, Strasbourg, en fait, moi, on est sur une. Je garde à l'esprit qu'on est toujours sur une note dynamique d'invincibilité. On n'a toujours qu'un seul match perdu, alors qu'à la mi-temps, c'était pas forcément évident qu'on allait le gagner ou pas le perdre. Et moi, ce qui m'embête, c'est que en fait, tu passes de la 3e place potentielle ex-aequo avec Marseille qui a pris une volée. Et pour moi, Marseille, je me demande même s'ils vont finir dans le top 4 parce que ça pue quand même correctement à l'Olympique de Marseille entre l'ambiance dans le vestiaire, les résultats, etc. Mais finalement, Strasbourg, pour revenir sur ça, on va à Monaco la semaine prochaine. Alors évidemment, j'espère qu'on va battre Monaco et je pense que ça vous ferait plaisir aussi qu'un petit club comme Strasbourg batte Monaco, vos ennemis jurés. Mais ça va pas être facile parce que après, je sais que Monaco, ils ont aussi des prestations en dents de scie. Ils sont capables de perdre à Brest, d'en foutre 3 à Marseille. Bon, si c'est un match sur 2, ils perdront contre Strasbourg, c'est logique. Mais Strasbourg aujourd'hui, ce qui est fou, j'ai l'impression que le classement, il n'est pas anecdotique parce que si tu te retrouves là, à cette position-là, à ce moment de la saison, je parle vraiment que pour Strasbourg, c'est que tu le mérites. Mais d'un autre côté, tu as l'impression qu'on a la 3e journée de championnat et il y a tellement un écart resserré entre Monaco 2e, 53 points et Nice aujourd'hui 7e, 48 points, qu'il n'y a rien qui est fait. Et que le week-end prochain, toutes les positions peuvent s'inverser et c'est ça qui fait aussi, certes, la Ligue 1 pour le titre de champion de France est perdu et c'est terrible d'avoir aussi peu de suspense. Mais par contre, c'est un très beau championnat pour la course à l'Europe et on ne sait pas aujourd'hui quelle équipe vont accompagner le PSG en Ligue des Champions et ça, je trouve ça très beau. Et même la course au maintien qui est quand même aussi haletante, mis à part hors Montpellier, bien sûr. En barrage, du coup. Oui, mais même Parce que Montpellier-Saint-Étienne, c'est cuit, je pense. Ah bon? Ah bon. Bah, Saint-Étienne. Montpellier, Cyril, avant qu'on passe, on va dire, à la partie dédiée exclusivement, on va dire, à l'OGC Nice, pour rentrer un peu plus dans le détail sur certains faits de jeu, quel est pour toi, on va dire, le meilleur joueur de la rencontre, le MVP de la rencontre, toute équipe confondue, j'ai envie de dire, qui a retenu, on va dire, ton attention particulièrement hier soir? Ben, en vrai de vrai, ça se joue entre les deux passeurs décisifs, doublé de passes décisives pour Klose, doublé de passes décisives pour Santos. Il a été élu homme du match par la Ligue 1, c'est Santos, mais je vais quand même dire Klose, homme du match selon moi, parce que sans le dernier corner de Klose, il n'y a pas d'égalisation niçoise, et donc du coup Strasbourg gagne le match. Santos met Strasbourg sur les bons rails, mais au final, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est l'égalisation en fin de match et c'est ce qui fait ce qui fait qu'on n'a pas pris 3 points. Donc ça me fait mal de l'admettre. J'aurais préféré dire Santos, mais je suis obligé de dire Klose parce que voilà, il a un pied, une passe, même, je l'ai dit avant, une passe magnifique pour Bard qui voilà, et le corner. Il y a le premier corner qui est dégagé de la tête par Doué. On se dit allez, c'est bon. Boulka qui vient quand même dans la surface pour mettre la pression. Et puis le ballon, même si Sékou Mara ne dispute pas le duel avec Ndiaye Chimier, il met un ballon, c'est un caviar. Il lui dépose sur la tête, bim. Et Petrovic ne peut rien faire, donc Jonathan Klose. Un grand merci à toi, Cyril, d'être venu dans l'émission. Je t'invite à quitter la room afin que nous on puisse poursuivre tranquillement. Et puis bonne fin de saison, bonne fin de saison à vous. Et puis à la prochaine, peut-être en Coupe d'Europe. Qui sait? En tout cas, on espère et faire plus. Si on y va, j'espère qu'on fera plus de points que l'OGC Nice. Allez, ça sera pas compliqué. Allez, bisous. Merci. Ciao. Matt, on va reprendre tranquillement. Tu parlais du coaching à ce moment-là, donc l'OGC Nice est mené 2-1 et là effectivement on a ce changement, Bombito qui sort. Alors en soi, bon, en grande difficulté, le voir sortir n'est pas étonnant, mais de le voir remplacé par Antoine Mendy, ça nous a particulièrement étonné. Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé toi d'un regard extérieur? Bah moi, j'ai plus été gêné par on va dire, qui sortent Bombito pour Antoine Mendy, on va dire, pour soulager Bombito, ok, mais que ça s'accompagne d'autres changements, d'un changement de système. Et après, en fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a eu un quart d'heure, il me semble, entre ce changement-là à l'heure de jeu
et le triple changement où tu fais rentrer Mofi, Bonani et Sanson. Donc j'ai trouvé, encore une fois, on en a souvent parlé dans les émissions, je trouve que le coaching en cours de match de Francaise en ce moment, c'est compliqué, c'est tardif, c'est souvent un contretemps, souvent quand tu es déjà mené, que tu dois réimpulser quelque chose, il y a du mal je trouve, à sentir les bons timings pour faire les changements, pour devancer le fait que tu sois mené et que ça soit difficile après de réimpulser. Donc ouais, plus gêné par, encore une fois, la lenteur et le timing des changements que par celui-là, ce changement-là en lui-même, quoi. Et pourtant, Matt, finalement, on constate que même si les changements sont tardifs, quelque part, il y a eu une approche différente et ça a été assez saisissant de voir à partir du moment où à la 76e tu changes de dispositif, tu apportes du sang frais, tu as, on va dire, beaucoup plus de facilité à ressortir le ballon, beaucoup plus de facilité à te créer des situations et quelque part, le but de Youssouf vient, on va dire, confirmer ces bons changements-là et vient, on va dire, c'est mérité, quoi. Ouais, on fait un bon dernier quart d'heure, mais en fait, ce moment de mieux, il vient après le triple changement et après la sortie de Dante, qui vient réorganiser ta compo. Parce que tu joues avec un défenseur de moins, parce que tu as un milieu de terrain en plus, en la personne de Badreddine Bonani qui a été très précieux. Tu as aussi Sanson qui a fait du bien sur certaines phases de relance. En fait, tu as complètement transformé la manière de jouer de ton équipe. Mais c'est ce qui doit se passer au moment où tu sors ton premier central et où tu sors Bombito, parce qu'on se retrouve dans un match où du coup tu cours après le score. Tu te retrouves à la fin du match avec Ali Abdi et Sofiane Diop qui sont pas sortis du banc et à avoir fait rentrer Antoine Mendy et Pablo Rosario. Alors j'ai beaucoup d'amour pour Antoine Mendy et Pablo Rosario, mais pour moi à ce moment-là il y a un problème de cohérence entre les choix du coach et l'objectif qui est le nôtre à ce moment-là, qui est de mettre des buts. C'est pas avec Antoine Mendy que tu vas mettre des buts, c'est pas avec Pablo Rosario que tu vas mettre des buts. Donc non, tardif, les 15 minutes ont été interminables et tu sais aussi bien, tu sais très bien, Pancho, je t'ai hurlé dessus pendant 15 minutes, qu'est-ce qu'il fout Francaise. Bref, coaching exécrable. Et effectivement, voilà, au partir du moment où il nous rentre un milieu de terrain en plus, où on a un offensif de plus, Cyril disait oui, on a attendu Nice. Je suis pas d'accord, j'ai trouvé le bloc strasbourgeois hyper étiré avec leurs offensifs qui nous pressaient jusqu'à quasiment nos 25 mètres et beaucoup d'espace dans le jeu, mais on avait une grosse désorganisation, on n'avait pas de plan de jeu à ce moment-là, on avait encore du mal à retrouver du jeu dans les espaces. On a fait rentrer Badreddine Bouanani, hop là, on l'a vu direct. Du jeu à 3, du jeu en troisième homme, des relances propres. Et c'est pas pour autant que nos latéraux que nos pistons étaient moins offensifs, puisque les deux sont d'ailleurs impliqués sur le but. Parce que oui, bravo, Jonathan Klaus pour les deux magnifiques coups de patte. Mais le corner, je crois qu'il vient d'une action où c'est Melvin Barr qui vient mettre le feu, qui dribble, je crois, 3 joueurs et qui fait une incursion dans l'axe. Donc voilà, c'est pas donc le sacro-saint 3-4-3 de Francaise, vous l'avez bien compris, me les brise. Et en fait, dès qu'on a mis un milieu de terrain en plus, ben voilà, on a réussi à gommer plein de problèmes. Et surtout, voilà, on a vu qu'on avait du monde. Badreddine Bonani est capable. Sofiane Diop, qui apparemment a écrasé le chien du coach, est capable. Donc il va falloir peut-être remettre un peu des joueurs capables d'ici la fin de la saison sur le terrain, en dépit de ce qui est prévu pour cet été et la saison prochaine. Hugo, pour aller dans le sens de Matt, finalement, est-ce que ce changement tactique-là en cours de match, au regard de ce que ça a apporté et aussi au regard de l'apport des latéraux, qui plus est, ils ont été décisifs autant dans un rôle de piston que dans un rôle de latéraux, on va dire classique dans une défense à 4, est-ce que tout ça, ça ne validerait pas tout simplement ce changement définitif de dispositif à l'approche en fait de ta fin de saison où tout reste à jouer encore? Bah moi, je suis pas aussi tranché sur ce débat-là. Moi, je trouve que juste que c'est dommage, ce qu'on a dit, on a souvent dit, et ce qui était très bien en première partie de saison, c'est que Francaise, il avait sa capacité d'adaptation et d'un match à l'autre, changer de système par rapport à l'adversaire, par rapport aux joueurs que tu as à disposition. Et c'était une vraie qualité, je trouve, de pouvoir passer du 3-4-3 sur
des matchs où tu dois plus subir pour partir en transition, et des matchs où tu dois faire le jeu face à des adversaires regroupés, sortir le 4-2-3-1, le 4-3-3 avec des indices, un Buonanni entre les lignes, des Diop entre les lignes. Enfin, on a fait des matchs, parfois, je me souviens du match à Lille notamment, on était en 4-2-3-1, il y avait Klose et Abdi en latéraux, t'avais Buonanni, t'avais Diop, t'avais Shaw, t'avais tout le monde, quoi. T'avais beaucoup d'offensifs. Et là, j'ai l'impression que au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure de voir qu'on se rapprochait quand même du podium et des échéances importantes, j'ai l'impression que Francaise est devenu peut-être un petit peu plus frileux. Il s'est peut-être un peu trop reposé sur ses acquis et son système. Alors qu'en première partie de saison, je le trouvais très dangereux par cette capacité justement de pouvoir avoir plusieurs systèmes à disposition, même parfois au sein d'un même match, le changer. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas tranché sur il faut absolument un 4-2-3 ou il faut absolument un 3-4-3. Je trouve que ça faisait notre force en début de saison de pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc, surtout qu'on a des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions et qui ont on a plein de profils différents. Donc, je trouve ça dommage de rester buté dans ce système-là, alors que tu as justement cette capacité d'être dangereux dans plusieurs systèmes, dans plusieurs schémas de jeu. Donc à voir si contre Angers, pour le coup, je trouve que le 4-2-3-1, il serait tout indiqué à domicile en plus. Mais contre Paris, par exemple, 3-4-3, ça avait très bien marché à l'aller. Voilà, c'est ça que je réclame plus, c'est plus cette capacité d'adaptation qu'on a beaucoup perdu ces derniers mois. Matt, je te sens, je sens que tu as envie d'intervenir. Est-ce que tu voulais rajouter Non, je suis totalement d'accord avec avec ce que dit Hugo. C'est une question d'adaptabilité, hein. Contre Paris, évidemment que défendre à 5, ça va être important. Après, on avait eu l'espoir que Francaise se réinvente en jouant à 2 pointes. Et moi, il y a un truc qui m'a énormément gêné hier devant le match, c'est quand je voyais nos 3 offensifs dans 15 mètres carrés, là, tout serrés dans l'axe du terrain. Quel intérêt d'avoir un ailier gauche, un ailier droit dans cette situation-là? Du coup, mets-nous un vrai numéro 10 pour jouer dans du jeu resserré avec 2 attaquants de pointe. Et tant pis pour Jérémy Boga, tant pis pour Mohamed Ali Chaud. Ah, tu sors ton profil d'ailier, quitte à te réorganiser au fil du match. Et moi, j'ai du mal à comprendre les préparations de match de Francaise. Ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre. Surtout depuis qu'il a récupéré son effectif. Alors justement, on en parlait hier lors du match, Matt. Hugo, est-ce que finalement la victoire contre Marseille, euh, aussi belle fut-elle, ça n'a pas été compliqué dans la foulée quelque part de l'encaisser et de capitaliser là-dessus? Parce que finalement, depuis ce match-là, tu restes buté sur ce dispositif-là. Et quelque part, même en récupérant des joueurs dans ta rotation, etc., voilà, tu parlais de frilosité. Est-ce que tu penses que ce match contre Marseille, finalement, il a fait plus de mal que de bien au regard de la dynamique qui a suivi sur les semaines d'après? Ouais, c'est sûr. Après, c'est plus facile à dire maintenant qu'on a ce recul-là, parce que après Marseille, on enchaîne quand même un mois avec full victoire. Et tu vois, on pensait que c'était le début de quelque chose. Là, forcément, maintenant, on voit que niveau tactique, on s'est enfermé dans ce système, donc forcément, ça a eu des répercussions. Mais moi, je trouve aussi que les répercussions sont peut-être sur la gestion de groupe, parce que sortir de ce match contre Marseille, tu avais notamment, je pense surtout à Sofiane Diop, en fait, qui était peut-être notre meilleur joueur sur la première partie de saison, qui était devenu limite le vice-capitaine, qui jouait tous les matchs, qui était vraiment le dépositaire du jeu. Et avec cet enchaînement, ce 3-4-3, cette victoire contre Marseille, où il me semble il était suspendu, ensuite, après, on l'a plus du tout revu. Et ça a totalement cassé sa dynamique parce que justement, Francaise avait ce 3-4-3 et n'a plus voulu en changer. Et je pense que ça peut aussi se voir sur les dynamiques d'autres joueurs. Je sais qu'Abdelmonem Abdelmonem aussi monté en puissance, il a disparu. Diop a disparu. Donc, au-delà de cet aspect tactique dont on a parlé, je pense qu'aussi en gestion de groupe, on a vu cette semaine quand même dans la presse, il y a eu des sorties fortes de la part de Francaise. Pas un début de rupture, mais c'était quand même, j'ai l'impression que quand même ça devient un peu chaud avec certains joueurs du groupe. Et je trouve aussi que cette gestion, ce management, t'as peut-être perdu des joueurs comme Sofiane Diop qui était super important sur la première partie de saison. Et je trouve que c'est là-dessus aussi que j'insisterai sur les dommages du poste Marseille. Je tiens à remettre un truc. Tu as dit qu'on avait enchaîné un super mois après la victoire contre Marseille. Comptable. Ouais, mais en même temps, t'as vu qui on joue? Oui, bien Je sûr. rappelle qu'on fait match nul. On fait un match nul catastrophique à Toulouse. Après, mais un match honteux contre Bodo Glimt. On se fait éliminer par le Stade Briochin. Et effectivement, après, tu gagnes, mais c'est contre Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne. On a joué des bidons.
Et, Non, je te ra- et même dans le Lens aussi, c'est contenu, pas les mal. matchs n'étaient pas. Oui, il y a Lens, mais ils prennent un rouge. Mais bon, effectivement, on gagne contre Lens. Mais on a joué des unijambistes aussi, tu vois. C'est bien, on a pris les points, mais même je me souviens dans le contenu des matchs, on n'était pas non plus convaincu de la montée en puissance de cet effectif. Ah, c'est clair, moi de toute façon j'étais le premier à dire, même dans cette émission, que le contenu des matchs était vraiment à nuancer et que je ne voyais pas non plus aller en Ligue des Champions. Mais c'est juste que je peux comprendre, j'ai pu comprendre Francaise, on va dire, sur les quelques matchs, sur le match de Lens, le match de Toulouse post-Marseille, de vouloir insister sur système, parce qu'on avait aussi dit avant qu'on avait beaucoup d'instabilité, qu'on changeait tout le temps, etc. Mais c'est plus après, on va dire, le tournant, c'est peut-être la première mi-temps à Saint-Etienne, où vraiment c'était horrible, en 3-4-3, c'était Ok. infâme. Et il change son système, et on fait une très bonne deuxième mi-temps. Et c'est plus à partir de là que j'aurais aimé qu'il insiste avec ce 4-2-3-1. Et au contraire, il est resté buté, et on en est là où on en est aujourd'hui, quoi. Alors justement par rapport à Francaise, il y a eu quand même une déclaration qui a été faite en conférence de presse d'après-match. C'est un point qui va compter quand on revient comme ça. J'ai senti qu'on allait égaliser sur le banc. J'étais juste heureux pour les gars. C'était mérité. On a vraiment fait un très bon match. On était meilleur qu'eux. Les deux dernières phrases m'ont fait un peu tiquer. J'ai pas l'impression. Alors, si on regarde effectivement le dernier quart d'heure, on a une dynamique, on va dire, positive où on a un certain nombre de situations qui entraînent ce but égalisateur. Mais messieurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on a été meilleur que Strasbourg dans la globalité du match ou pas d'ailleurs? Quel est votre ressenti? Hugo, si tu veux y aller. En fait, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où on méritait pas de perdre, c'est clair et net. Ça, c'est, je pense, sur l'ensemble du match. Strasbourg nous a peu mis en difficulté, on leur a offert des buts, enfin tout ce qu'on a déjà dit. Après, dire qu'on a été bien meilleur qu'eux, je pense pas, parce que je trouve qu'on a eu la maîtrise globale de ce match, à part sur les 15 premières minutes où on est la tête sous l'eau, mais sinon après, on a réussi à mieux ressortir les ballons, on a réussi je trouve, à faire reculer cette équipe de Strasbourg. Mais le problème que j'ai, c'est que sur le volume d'occasion et la justesse technique, comme d'habitude dans les 25 derniers mètres, c'est quand même souvent trop faible. Combien de transitions, encore une fois, on a mal exploité. Enfin, on a des situations plus que des occasions. Je pense je l'ai dit en début d'émission, mais combien de fois on a Santa Maria qui a le ballon pour lancer une transition, qui fait un choix technique catastrophique, ou Laborde qui manque une remise, et ça te gâche en fait des situations où tu n'arrives pas justement à les convertir en occasion. Je trouve que d'un point de vue maîtrise, on a bien monté dans le match, dans les duels, etc. On a répondu présent. Je pense que c'est ce qui attendait le coach aussi après sa mise au point de la semaine, c'est l'état d'esprit, tout ce qu'on a dit. Mais de là à dire qu'on a été bien meilleur qu'eux, je trouve qu'il nous manque encore quand même beaucoup de choses d'un point de vue justesse technique, niveau efficacité dans nos transitions. Là, alors que ça a été bien mieux, évidemment, à partir du moment où il y a eu le changement tactique avec le 4-2-3-1. Mais bien meilleur que non. Après, est-ce qu'on méritait on méritait mieux peut-être. Mais en tout cas, je vois où il veut en venir. Je pense juste que c'est un peu mal dit et c'est un petit peu trop fort de le dire comme ça. Mais après, il est aussi dans son rôle de concerner son groupe en vue de la fin de saison et des échéances importantes. Matt, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à cette déclaration? Est-ce que tu rejoins plutôt Hugo ou quel est ton ressenti là-dessus? Les hommes mentent, pas les chiffres. Plus d'expected goals, plus de tirs cadrés, plus de ballons touchés dans la surface adverse. Même si on n'a pas été, même si on n'a pas pratiqué notre meilleur football, on a quand même, je pense, dominé le sujet. Quand on voit les occasions qu'on vendange, c'est c'est assez terrible. Mais on avait, je pense, on avait l'ascendant sur les 90 minutes sur Strasbourg, ce qui n'était pas le cas, je trouve, sur, sur les dernières défaites qu'on a pu concéder. Messieurs, un petit mot quand même sur notre ligne d'attaque. On a un peu parlé voilà, du milieu de terrain et de la prestation, on va dire, un peu compliquée de Santa Maria, un peu mieux pour Hichem Boudaoui. Mais bon, Jérémy Boga qui enchaîne aussi ces matchs qui étaient à deux doigts de scorer dans une situation similaire que contre Nantes. Un peu préoccupant par contre la prestation d'Evan Guessant qui dans la lignée un peu des dernières semaines tire un peu la langue, j'ai l'impression physiquement plus autant frais et puis plus en fait cette dimension physique qui était redoutable en début de saison où il arrivait à passer l'épaule, où il arrivait à gagner ses duels. Là on le voit plus reculer, plus toucher la balle dans une situation à dire plus loin du but.
Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est sans doute multifactoriel. Une dimension physique, sans doute. Il est attendu. Est-ce que vous êtes inquiet concernant Guessant ou est-ce que, selon vous, c'est le juste retour des choses quand il a connu en fait une saison qui jusqu'à présent est très très bonne? Ouais, bah, je pense que tu en as parlé, il y a le facteur physique, c'est notre joueur de champ qui a le plus joué. Lui aussi, il découvre le monde international avec des déplacements en Afrique où il a été titulaire plusieurs fois. Ouais, à part quelques matchs de coupe d'Europe, sinon il a jamais vraiment soufflé. Donc ouais, tu sens que clairement, il a un jeu quand même, c'est un joueur technique, mais il a un jeu quand même basé beaucoup sur son physique, sur sa puissance, il aime bien partir de loin. Et là, on sent qu'il y a quand même beaucoup moins de jus. Et aussi, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de prises à 2, parfois à 3 de la part des adversaires qui ils savent que c'est notre arme numéro un. Donc ouais, il y a tous ces facteurs-là. Après, est-ce qu'il faudrait pas aussi peut-être le recentrer un peu pour justement être un peu moins prévisible, un peu plus surprenant, parce que on sait, tu l'as dit, Pancho, il aime bien partir de loin. Donc c'est aussi les adversaires le savent. Il me semble que Comboiré en avait parlé la semaine dernière en conférence de presse, même s'il n'avait pas joué, il a dit qu'il avait été surpris, qu'ils allaient mettre en place un plan anti-Guessant. Donc ouais, il est plus attendu, il est plus fatigué aussi. À voir s'il ne faudrait pas le recentrer un peu aussi à la place d'un Gaëtan Laborde que je trouve un peu en difficulté, un peu emprunté aussi ces derniers temps. Donc j'aimerais bien aussi un petit peu, voilà, ça rejoint aussi un petit peu le débat tactique, un petit peu plus de. Voilà, on a des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions. Pourquoi pas Mm. essayer de changer encore quelque chose pour être moins prévisible. Matt, un peu ton ressenti sur Guessant et sur la ligne offensive dont on n'a pas trop parlé. Comment tu te situes là-dessus? Moi, je les ai trouvés bidons sur ce match. Ils ont rien réussi. J'ai vu aucune entente entre les 3 joueurs. Jérémy Boga est un excellent joueur de football, mais pas un joueur d'équipe, parce que j'ai souvenir d'aucune occasion collective à laquelle il est pris part. Soit il se retrouve à la conclusion, soit c'est un trou noir, en fait, il se passe rien derrière. Donc c'est bien, un bel enroulé à 20 mètres, mais si on veut jouer un foot à 11, eh ben, faut pas lui donner le ballon, faut le contourner, ce mec. Et pour le sujet un peu Evan Guessant, ouais, peut-être que d'avoir un Gaëtan Laborde à côté qui est en difficulté, qui lui propose peu de solutions, ça lui rend pas service. Et surtout, je trouve, on le voit beaucoup moins jouer dans la zone où il faisait les différences avant, c'est-à-dire vraiment ce demi-espace droit à 30 mètres des cages. Je trouve que c'est une situation dans laquelle on le retrouve très peu servi, soit il touche le ballon vraiment plus bas, soit plus dans l'axe. Donc peut-être juste réorienter le jeu dans sa zone. À chaque fois, le jeu de Nice était un peu stéréotypé, c'est-à-dire que soit on faisait les combinaisons à gauche avec barre en profondeur, soit on sautait cette zone-là avec vous savez, les petits ballons piqués de Santa Maria pour close directement. Donc à partir du moment où on joue plus dans la zone de Guessant, pas étonnant de le voir moins dans le registre de jeu qui avait fait son succès sur le début de saison. Et par contre, va falloir aussi se réveiller un peu pour le garçon dans la surface, parce qu'on tente beaucoup de centres et tout, mais c'est aussi à lui d'être présent à la tombée, parce qu'on a vu que voilà, même Barre avait fait l'effort sur les centres contre Strasbourg. Tout n'était pas parfait, mais on a eu des centres qui étaient moins mauvais qu'à l'accoutumée, donc il va falloir aussi travailler un peu la réception. C'est bien d'accuser les centreurs, mais les réceptionnistes aussi sont pas exempts de tout reproche, je pense, de notre côté. Messieurs, on va passer à votre MVP de la rencontre. Je vais commencer, du coup, hein, tranquillement, puisque tu l'as évoqué, et pour moi, c'est mon MVP de la rencontre. Alors, on peut parler effectivement de Jonathan Klaus. Vous allez peut-être en parler, auteur de 2 passes décisives. Moi, j'aimerais retenir le match de Melvin Barr, qui revenait de 2 matchs de suspension, qui a été décisif, auteur d'un super but, un enchaînement technique qu'il aurait sans doute pas fait il y a quelques années sous notre maillot, qui montre aussi qu'il a progressé offensivement. Même si je remets une pièce dans la machine, je trouve que sa qualité de centre est encore perfectible. Voilà, c'est lui qui mène aussi l'assaut en fin de match pour aller gratter ce corner avec ce rush assez incroyable. Et j'ai trouvé que dans l'envie, dans la détermination,
il a été extrêmement présent et voilà, je pense qu'on va avoir besoin d'un Melvin Barr dans notre équipe en fin de saison si on veut accrocher quelque chose de grand. Et c'est une juste récompense, je pense, tant l'investissement est réel depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hugo, si tu veux y aller. Ouais. Bah, juste pour ajouter aussi sur Melvin Barr, franchement, la progression de Melvin Barr de saison après saison, match après match, je trouve ça stratosphérique. C'est vraiment c'est un exemple de pourquoi il ne faut pas tout de suite condamner un joueur qui a des débuts compliqués. On a insisté avec lui, ça a été très compliqué sur certaines saisons. Et je trouve que là, tu en récoltes vraiment les fruits de ta patience avec le joueur. Parce que défensivement, ça a toujours été un bon joueur, mais offensivement, ça se voit tellement qu'il prend de plus en plus de confiance, il prend de plus en plus d'assurance aussi dans son jeu. Il n'hésite pas à y aller, il n'hésite pas à les combiner. En termes d'attitude, il est toujours irréprochable quoi qu'il arrive. Donc franchement, c'est un vrai plaisir d'assister à sa progression. Et c'est pour ça je trouve qu'on a souvent été, en tout cas en début de saison, je trouve qu'on a été très sévère avec par exemple un Abdelmonem qui avait aussi des débuts un peu complexes, un Bombito en ce moment qui prend cher aussi. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même souvent, avec des jeunes joueurs comme ça, surtout des défenseurs, être patient et voir que quand tu perçois qu'il y a des qualités derrière, même s'il y a des erreurs, des fois, il faut insister et il faut faire confiance aux joueurs parce que quand tu vois des exemples de progression comme Melvin Barr, c'est beau. Et Ouais, sinon, juste, ouais, vas-y, vas-y. ouais, si je peux continuer sur Melvin, un joueur que j'adore. On nous disait, ouais, avec cette année, on va jouer avec des pistons, il aura plus sa place. Parce qu'on sait qu'il est quand même bien meilleur en latéral. Au final, il a quand même, ça aura pris du temps, mais il a aussi réussi à s'adapter. Et comme tu dis, c'est là qu'on voit que ça devient en fait tout simplement un joueur d'expérience, hein. Je crois qu'il va sur ses 25 ans. Et ouais, en fait, on a un joueur d'expérience dans l'effectif. Voilà ce que ça fait d'avoir un joueur confirmé de Ligue 1 à un poste clé. Non, mais c'est surtout pour aller aussi dans le sens d'Hugo, la valeur temporelle aussi, où tu aussi peux recruter des joueurs jeunes, mais tu dois accepter aussi des moments, des périodes un peu plus compliquées, chose qu'a vécu Barr. Et là, finalement, c'est aussi la récompense de la patience. Et ça fait plaisir de le voir autant déterminant et aussi parce que il est compatible, je trouve, dans ce qu'on attend d'un joueur. Et en plus de ça, il est décisif, donc ça fait vraiment plaisir. Et sinon, Hugo, ton MVP, toi de ton côté. Ouais, moi je vais plus aller sur Youssouf Ndiaye Chimier qui au-delà de ce but plein de conviction, ce coup de casque, comme il en met quelques fois, il me semble que c'était contre Angers qu'il avait mis le même aussi. Mais au-delà de ça, je trouve vraiment que en ce moment, c'est le patron de l'équipe, vraiment depuis quelques semaines, quelques mois même. On sent que vraiment, là, au moment où l'équipe, paradoxalement, au moment où l'équipe a plongé en termes de peur, de crainte, etc., lui, bah, il est monté après un début de saison un peu compliqué avec beaucoup de blessures. Lui, il est monté en termes d'intensité. On sent vraiment qu'il a ce statut de leader. Dans cette fin de match, j'ai trouvé il y a quelques joueurs, je trouve, qui avaient un peu baissé les bras. Il y avait de l'énervement, ça s'énervait. Lui, il a pris les responsabilités à l'image de l'action où il prend le ballon, il remonte le terrain, il envoie une grosse frappe. Ça montre aussi, voilà, on lâche pas, je prends l'équipe sur mes épaules et on va jusqu'au bout. Et sa célébration est très belle aussi. Il n'oublie pas d'aller voir les supporters. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien de le voir récompensé parce que défensivement, c'est le pilier ces dernières semaines. C'est qu'il soit plus à droite comme hier ou plus au centre pour être vraiment au duel avec les joueurs. Il est vraiment excellent. Et, euh, et ouais, il va être très important, je pense, dans les prochaines semaines. Euh, Aussi, je pense qu'il a ce rôle aussi de calme, aussi on sent, ouais, moi, ça m'a marqué sur les dernières semaines, cette espèce d'énervement, de frustration, de crainte qui s'est généralisée dans l'effectif. Je pense que lui, le calme et la sérénité qu'il apporte, ça peut être très important dans les prochaines semaines. Matt. Ôte-moi d'un doute, Hugo, c'est lui qui finit avec avec le brassard Ouais, c'est à la lui. sortie. Ouais. Malheureusement, Cyril a déjà pris Jonathan Claus, dont on a très bien parlé. Difficile du coup de trouver un MVP valable. Je vais tricher un peu, je vais prendre Badreddine Bouanani. On a déjà beaucoup parlé de Jonathan Claus. Alors il fait en plus juste petit écart sur Jonathan Claus, en plus pour le dossier de meilleur joueur du match. Je trouve ces deux passes décisives plus belles, voilà, tout simplement. Donc homme du match. Mais non, Badreddine Bouanani, ça va être mon MVP parce que je trouve parmi tous les entrants, on a vu Sanson, c'est difficile, il a l'air encore court physiquement. Mofi, c'était exécrable.
Rosario, oui, bon, il y a un bon tacle et un carton jaune. Voilà, merci, du Rosario dans le texte, hein, on va dire, il a fait le taf et Mendy, voilà, ça servait à rien d'entrer donc c'est bien, il a du temps de jeu et c'est bien et au milieu de tout ça, du coup, il y a un entrant qui a servi à quelque chose, c'est Badreddine Bouanani. Hem, donc tu vois, j'aurais pu mettre Sofiane Diop mais apparemment, il a pas le droit de jouer donc ce sera Badreddine Bouanani, mon homme du match parce que, voilà, on met un peu de joueurs de foot au milieu de terrain et ça change, voilà, ça change le visage de l'équipe, ça nous redonne une assise, dans la construction et ça vient soulager, notre milieu de terrain qui, on le sait, on n'a pas les joueurs les plus à l'aise dans la moitié de terrain adverse, dans notre paire du milieu. Donc voilà, quand on vient mettre quelqu'un qui a cette sensibilité un peu plus technique, ça peut venir les aider, ça peut venir aussi masquer, les défauts, d'un Baptiste Santamaria et d'un Hicham Boudaoui, qui sont en panique dans les 30 mètres adverses. Et sans parler de ça, en fait, ça vient compenser aussi des styles de jeu différents. Et j'ai trouvé, effectivement, je te rejoins là-dessus, la rentrée de Buonanni plutôt intéressante, qui a fluidifié en fait ce milieu de terrain par rapport, qui a fluidifié en fait ce rapport milieu de terrain et joueur offensif. Donc là aussi intéressant. Il aura pas staté, mais il aura été en tout cas impactant dans son entrée. Messieurs, on est sur 1h20 d'émission. Très long pour le match qu'on a vu, vraiment, c'est très, Voilà, très long. mais en tout cas, c'était intéressant aussi d'avoir Cyril sur la dimension, on va dire, Strasbourg. Mais voilà, l'OGC Nice, finalement, c'est le point, j'ai envie de dire, de l'espoir hein, sur le gong. Hein, ce sera le visuel de cette émission. Et puis, on retrouvera eh bien, l'OGC Nice la semaine prochaine. Réception de Angers qui eh bien, joue sa survie en Ligue 1, hein, qui est encore pas mathématiquement maintenu. Donc ça va être là aussi un match très important qu'il va falloir bien appréhender. Merci à tous les deux les gars. Et puis écoutez, aux personnes qui ont suivi ce numéro, merci à vous. Que vous soyez en podcast ou sur YouTube. Et bien à très vite d'ici une semaine pour le prochain débrief. Passez un excellent week-end et à bientôt à la Bayeta. Issa Nissa. Ciao ciao. Salut. Issa Nissa.